Le comte de Monte Cristo, tome 3, partie 32 du livre audio, chapitre 74. Le caveau de la famille Villefort. À 2 jours de là, une foule considérable se trouvait rassemblée, vers 10 heures du matin, à la porte de monsieur de Villefort, et l'on avait vu s'avancer une longue file de voitures de deuil et de voitures particulières tout le long du faubourg Saint-Honoré et de la rue de la Pépinière. Parmi ces voitures, il y en avait une d'une forme singulière et qui paraissait avoir fait un long voyage. C'était une espèce de fourgon peint en noir et qui, un des premiers, s'était trouvé au funèbre rendez-vous. Alors on s'était informé et l'on avait appris que, par une coïncidence étrange, cette voiture renfermait le corps de monsieur de Saint-Méran et que ceux qui étaient venus pour un seul convoi suivraient 2 cadavres. Le nombre de ceux-là était grand. Monsieur le marquis de Saint-Méran, l'un des dignitaires les plus zélés et les plus fidèles du roi Louis XVIII et du roi Charles X, avait conservé grand nombre d'amis qui, joints aux personnes que les convenances sociales mettaient en relation avec Villefort, formaient une troupe considérable. On fit prévenir aussitôt les autorités et l'on obtint que les 2 convois se feraient en même temps. Une seconde voiture, parée avec la même pompe mortuaire, fut amenée devant la porte de monsieur de Villefort et le cercueil transporté du fourgon de poste sur le carrosse funèbre. Les 2 corps devaient être inhumés dans le cimetière du Père-Lachaise, où depuis longtemps monsieur de Villefort avait fait élever le caveau destiné à la sépulture de toute sa famille. Dans ce caveau avait déjà été déposé le corps de la pauvre Renée, que son père et sa mère venaient rejoindre après 10 années de séparation. Paris, toujours curieux, toujours ému des pompes funéraires, vit avec un religieux silence passer le cortège splendide qui accompagnait à leur dernière demeure 2 des noms de cette vieille aristocratie, les plus célèbres pour l'esprit traditionnel, pour la sûreté du commerce et le dévouement obstiné aux principes. Dans la même voiture de deuil, Beauchamp, Albert et Château-Renaud s'entretenaient de cette mort presque subite. « J'ai vu madame de Saint-Méran l'an dernier encore à Marseille, » disait Château-Renaud. « Je revenais d'Algérie. C'était une femme destinée à vivre 100 ans grâce à sa santé parfaite, à son esprit toujours présent et à son activité toujours prodigieuse. Quel âge avait-elle ? » « 66 ans, répondit Albert. Du moins à ce que Franz m'a assuré. Mais ce n'est point l'âge qui l'a tuée, c'est le chagrin qu'elle a ressenti de la mort du marquis. Il paraît que depuis cette mort, qui l'avait violemment ébranlée, elle n'a pas repris complètement la raison. « Mais enfin, de quoi est-elle morte ?» demanda Beauchamp. « D'une congestion cérébrale, à ce qu'il paraît, ou d'une apoplexie foudroyante. N'est-ce pas la même chose ? » « Mais à peu près. » « D'apoplexie, dit Beauchamp, c'est difficile à croire. Madame de Saint-Méran, que j'ai vue aussi 1 fois ou 2 dans ma vie, était petite, grêle de forme et d'une constitution bien plus nerveuse que sanguine. Elles sont rares, les apoplexies produites par le chagrin sur un corps d'une constitution pareille à celui de madame de Saint-Méran. En tout cas, dit Albert, quelle que soit la maladie ou le médecin qui l'a tuée, voilà monsieur de Villefort, ou plutôt mademoiselle Valentine, ou plutôt encore notre ami Franz, en possession d'un magnifique héritage, 80 000 livres de rente, je crois. Héritage qui sera presque doublé à la mort de ce vieux jacobin de Noirtier. En voilà un grand-père tenace, dit Beauchamp. Tenacem propositi virum. Il a parié contre la mort, je crois, qu'il enterrerait tous ses héritiers. Il y réussira, ma foi. C'est bien le vieux conventionnel de 93 qui disait à Napoléon en 1814 « Vous baissez, parce que votre empire est une jeune tige fatiguée par sa croissance. Prenez la République pour tuteur, retournons avec une bonne constitution sur les champs de bataille, et je vous promets 500 000 soldats, un autre Marengo et un second Austerlitz. Les idées ne meurent pas, sire,
Elle sommeille quelquefois, mais elle se réveille plus forte qu'avant de s'endormir. Il paraît, dit Albert, que pour lui, les hommes sont comme les idées. Seulement, une chose m'inquiète, c'est de savoir comment Franz d'Épinay s'accommodera d'un grand beau-père qui ne peut se passer de sa femme. Mais où est-il, Franz ? Mais il est dans la première voiture avec M. de Villefort, qui le considère déjà comme étant de la famille. Dans chacune des voitures qui suivaient le deuil, la conversation était à peu près pareille. On s'étonnait de ces deux morts si rapprochées et si rapides, mais dans aucune on ne soupçonnait le terrible secret qu'avait, dans sa promenade nocturne, révélé M. d'Avrigny à M. de Villefort. Au bout d'une heure de marche à peu près, on arriva à la porte du cimetière. Il faisait un temps calme, mais sombre, et par conséquent assez en harmonie avec la funèbre cérémonie qu'on y venait accomplir. Parmi les groupes qui se dirigèrent vers le caveau de famille, Château Renaud reconnut Morel, qui était venu tout seul et en cabriolet. Il marchait seul, très pâle et silencieux, sur le petit chemin bordé d'ifs. « Vous, ici ?» dit Château Renaud en passant son bras sous celui du jeune capitaine. « Vous connaissez donc M. de Villefort ? Comment se fait-il donc, en ce cas, que je ne vous ai jamais vu chez lui ?»« Ce n'est pas M. de Villefort que je connais, » répondit Morel. « C'est Madame de Saint-Méran que je connaissais. » En ce moment, Albert les rejoignit avec Franz. « L'endroit est mal choisi pour une présentation, » dit Albert. « Mais n'importe, nous ne sommes pas superstitieux. Monsieur Morel, permettez que je vous présente Monsieur Franz d'Épinay, un excellent compagnon de voyage avec lequel j'ai fait le tour de l'Italie. Mon cher Franz, Monsieur Maximilien Morel, un excellent ami que je me suis acquis en ton absence et dont tu entendras revenir le nom dans ma conversation toutes les fois que j'aurai à parler de cœur, d'esprit et d'amabilité. » Morel eut un moment d'indécision. Il se demanda si ce n'était pas une condamnable hypocrisie que ce salut presque amical adressé à l'homme qu'il combattait sourdement. Mais son serment et la gravité des circonstances lui revinrent en mémoire. Il s'efforça de ne rien laisser paraître sur son visage et salua Franz en se contenant. « Mademoiselle de Villefort est bien triste, n'est-ce pas ?» dit Debray à Franz. « Oh, monsieur, » répondit Franz, d'une tristesse inexplicable. Ce matin, elle était si défaite que je l'ai à peine reconnue. Ces mots si simples, en apparence, brisèrent le cœur de Morel. Cet homme avait donc vu Valentine. Il lui avait donc parlé. Ce fut alors que le jeune et bouillant officier eut besoin de toute sa force pour résister au désir de violer son serment. Il prit le bras de Château Renaud et l'entraîna rapidement vers le caveau, devant lequel les employés des pompes funèbres venaient de déposer les deux cercueils. « Magnifique habitation, » dit Beauchamp en jetant les yeux sur le mausolée. « Palais d'été, palais d'hiver. Vous y demeurerez à votre tour, mon cher d'Épinay, car vous voilà bientôt de la famille. Moi, en ma qualité de philosophe, je veux une petite maison de campagne, un cottage là-bas, sous les arbres, et pas tant de pierres de taille sur mon pauvre corps. En mourant, je dirai à ceux qui m'entoureront ce que Voltaire écrivait à Pyrrhon. « Eh oh, Russe !» Et tout sera fini. Allons, morbleu. Franz, du courage. Votre femme hérite. En vérité, Beauchamp, dit Franz, vous êtes insupportable. Les affaires politiques vous ont donné l'habitude de rire de tout, et les hommes qui mènent les affaires ont l'habitude de ne croire en rien. Mais enfin, Beauchamp, quand vous avez l'honneur de vous trouver avec des hommes ordinaires et le bonheur de quitter un instant la politique, tâchez donc de reprendre votre cœur, que vous laissez au bureau des cannes de la Chambre des députés ou de la Chambre des pairs. « Eh, mon Dieu, dit Beauchamp, qu'est-ce que la vie ? Une halte dans l'antichambre de la mort. » « Je prends Beauchamp en grippe, dit Albert, et il se retira à 4 pas en arrière avec Franz, laissant Beauchamp continuer ses dissertations philosophiques avec Debray. Le caveau de la famille de Villefort formait un carré de pierre blanche d'une hauteur de 20 pieds environ,
Une séparation intérieure divisait en 2 compartiments la famille Saint-Méran et la famille Villefort, et chaque compartiment avait sa porte d'entrée. On ne voyait pas, comme dans les autres tombeaux, ces ignobles tiroirs superposés dans lesquels une économe distribution enferme les morts avec une inscription qui ressemble à une étiquette. Tout ce que l'on apercevait d'abord par la porte de bronze était une antichambre sévère et sombre, séparée par un mur du véritable tombeau. C'était au milieu de ce mur que s'ouvraient les 2 portes dont nous parlions tout à l'heure et qui communiquaient aux sépultures Villefort et Saint-Méran. Là pouvaient s'exhaler en liberté les douleurs sans que les promeneurs folâtres, qui font d'une visite au Père-Lachaise partie de campagne ou rendez-vous d'amour, vinssent troubler par leurs chants, par leurs cris ou par leurs courses la muette contemplation ou la prière baignée de larmes de l'habitant du caveau. Les 2 cercueils entrèrent dans le caveau de droite. C'était celui de la famille de Saint-Méran. Ils furent placés sur les tréteaux préparés et qui attendaient d'avance leur dépôt mortuaire. Villefort, Franz et quelques proches parents pénétrèrent seuls dans le sanctuaire. Comme les cérémonies religieuses avaient été accomplies à la porte et qu'il n'y avait pas de discours à prononcer, les assistants se séparèrent aussitôt. Château-Renaud, Albert et Morel se retirèrent de leur côté et Debray et Beauchamp du leur. Franz resta, avec M. de Villefort, à la porte du cimetière. Morel s'arrêta sous le premier prétexte venu. Il vit sortir Franz et M. de Villefort dans une voiture de deuil, et il conclut un mauvais présage de ce tête-à-tête. Il revint donc à Paris, et, quoique lui-même fût dans la même voiture que Château-Renaud et Albert, il n'entendit pas un mot de ce que dirent les 2 jeunes gens. En effet, au moment où Franz allait quitter M. de Villefort, « Monsieur le baron, avait dit celui-ci, quand vous reverrai-je » ? « Quand vous voudrez, monsieur, avait répondu Franz. « Le plus tôt possible. »« Je suis à vos ordres, monsieur. Vous plaît-il que nous revenions ensemble ?»« Si cela ne vous cause aucun dérangement. »« Aucun. » Ce fut ainsi que le futur beau-père et le futur gendre montèrent dans la même voiture, et que Morel, en les voyant passer, conçut avec raison de graves inquiétudes. Villefort et Franz revinrent au faubourg Saint-Honoré. Le procureur du roi, sans entrer chez personne, sans parler ni à sa femme ni à sa fille, fit passer le jeune homme dans son cabinet et lui montrant une chaise. « Monsieur d'Épinay, lui dit-il, je crois vous rappeler, et le moment n'est peut-être pas si mal choisi qu'on pourrait le croire au premier abord, car l'obéissance aux morts est la première offrande qu'il faut déposer sur le cercueil. Je dois donc vous rappeler le vœu qu'exprimait avant-hier madame de Saint-Méran sur son lit d'agonie. C'est que le mariage de Valentine ne souffre pas de retard. Vous savez que les affaires de la défunte sont parfaitement en règle, que son testament assure à Valentine toute la fortune des Saint-Méran. Le notaire m'a montré hier les actes qui permettent de rédiger d'une manière définitive le contrat de mariage. Vous pouvez voir le notaire et vous faire de ma part communiquer ces actes. Le notaire, c'est monsieur Deschamps, place Beauvau, faubourg Saint-Honoré. Monsieur, répondit d'Épinay, ce n'est pas le moment peut-être pour mademoiselle Valentine, plongée comme elle est dans la douleur, de songer à un époux. En vérité, je craindrais... Valentine, interrompit M. de Villefort, n'aura pas de plus vif désir que celui de remplir les dernières intentions de sa grand-mère. Ainsi les obstacles ne viendront pas de ce côté, je vous en réponds. En ce cas, monsieur, répondit Franz, comme ils ne viendront pas non plus du mien, vous pouvez faire à votre convenance. Ma parole est engagée et je la quitterai, non seulement avec plaisir, mais avec bonheur. Alors, dit Villefort, rien ne vous arrête plus. Le contrat devait être signé il y a 3 jours. Nous le trouverons tout préparé. On peut le signer aujourd'hui même. Mais le deuil, dit en hésitant Franz. Soyez tranquille, monsieur, reprit Villefort. Ce n'est point dans ma maison que les convenances sont négligées. Mademoiselle de Villefort pourra se retirer pendant les 3 mois voulus dans sa terre de Saint-Méran. Je dis sa terre,
car cette propriété est à elle. Là, dans 8 jours, si vous le voulez bien, sans bruit, sans éclat, sans faste, le mariage civil sera conclu. C'était un désir de madame de Saint-Méran que sa petite-fille se mariât dans cette terre. Le mariage conclu, monsieur, vous pourrez revenir à Paris, tandis que votre femme passera le temps de son deuil avec sa belle-mère. Comme il vous plaira, monsieur, dit Franz. Alors, reprit monsieur de Villefort, prenez la peine d'attendre une demi-heure. Valentine va descendre au salon. J'enverrai chercher monsieur Deschamps, nous lirons et signerons le contrat séance tenante, et, dès ce soir, madame de Villefort conduira Valentine à sa terre, où, dans 8 jours, nous irons les rejoindre. Monsieur, dit Franz, j'ai une seule demande à vous faire. Laquelle? Je désire qu'Albert de Morcerf et Raoul de Château-Renaud soient présents à cette signature. Vous savez qu'ils sont mes témoins. Une demi-heure suffit pour les prévenir. Voulez-vous les aller chercher vous-même? Voulez-vous les envoyer chercher? Je préfère y aller, monsieur. Je vous attendrai donc dans une demi-heure, baron, et dans une demi-heure, Valentine sera prête. Franz salua monsieur de Villefort et sortit. À peine la porte de la rue se fut-elle refermée derrière le jeune homme que Villefort envoya prévenir Valentine qu'elle eut à descendre au salon dans une demi-heure, parce qu'on attendait le notaire et les témoins de monsieur d'Épinay. Cette nouvelle inattendue produisit une grande sensation dans la maison. Madame de Villefort n'y voulut pas croire, et Valentine en fut écrasée comme d'un coup de foudre. Elle regarda tout autour d'elle comme pour chercher à qui elle pouvait demander secours. Elle voulut descendre chez son grand-père, mais elle rencontra sur l'escalier monsieur de Villefort, qui la prit par le bras et l'amena dans le salon. Dans l'antichambre, Valentine rencontra Barrois et jeta au vieux serviteur un regard désespéré. Un instant après Valentine, madame de Villefort entra au salon avec le petit Édouard. Il était visible que la jeune femme avait eu sa part des chagrins de famille. Elle était pâle et semblait horriblement fatiguée. Elle s'assit, prit Édouard sur ses genoux et de temps en temps pressait, avec des mouvements presque convulsifs, sur sa poitrine, cet enfant sur lequel semblait se concentrer sa vie tout entière. Bientôt on entendit le bruit de 2 voitures qui entraient dans la cour. L'une était celle du notaire, l'autre celle de Franz et de ses amis. En un instant, tout le monde était réuni au salon. Valentine était si pâle que l'on voyait les veines bleues de ses tempes se dessiner autour de ses yeux et courir le long de ses joues. Franz ne pouvait se défendre d'une émotion assez vive. Château-Renaud et Albert se regardaient avec étonnement. La cérémonie qui venait de finir ne leur semblait pas plus triste que celle qui allait commencer. Madame de Villefort s'était placée dans l'ombre, derrière un rideau de velours, et comme elle était constamment penchée sur son fils, il était difficile de lire sur son visage ce qui se passait dans son cœur. Monsieur de Villefort était, comme toujours, impassible. Le notaire, après avoir, avec la méthode ordinaire aux gens de loi, rangé les papiers sur la table, avoir pris place dans son fauteuil et avoir relevé ses lunettes, se tourna vers Franz. « C'est vous qui êtes monsieur Franz de Quesnel, baron d'Épinay ?» demanda-t-il, quoiqu'il le sût parfaitement. « Oui, monsieur, » répondit Franz. Le notaire s'inclina. « Je dois donc prévenir monsieur, dit-il, et cela de la part de monsieur de Villefort, que votre mariage, projeté avec mademoiselle de Villefort, a changé les dispositions de monsieur Noirtier envers sa petite-fille, et qu'il aliène entièrement la fortune qu'il devait lui transmettre. Hâtons-nous d'ajouter, continua le notaire, que le testateur n'ayant le droit d'aliéner qu'une partie de sa fortune, et ayant aliéné le tout, le testament ne résistera point à l'attaque, mais sera déclaré nul et non avenu. Oui, dit Villefort, seulement je préviens d'avance monsieur d'Épinay que, de mon vivant, jamais le testament de mon père ne sera attaqué, ma position me défendant jusqu'à l'ombre d'un scandale. Monsieur, dit Franz, je suis fâché qu'on ait, devant mademoiselle Valentine, soulevé une pareille question. Je ne me suis jamais informé du chiffre de sa fortune, qui, si réduite qu'elle soit,
sera plus considérable encore que la mienne. Ce que ma famille a recherché dans l'alliance de M. de Villefort, c'est la considération. Ce que je recherche, c'est le bonheur. » Valentine fit un signe imperceptible de remerciement, tandis que 2 larmes silencieuses roulaient le long de ses joues. « D'ailleurs, monsieur, dit Villefort, s'adressant à son futur gendre, à part cette perte d'une portion de vos espérances, ce testament inattendu n'a rien qui doive personnellement vous blesser. Il s'explique par la faiblesse d'esprit de M. Noirtier. Ce qui déplaît à mon père, ce n'est point que mademoiselle de Villefort vous épouse, c'est que Valentine se marie. Une union avec tout autre lui eût inspiré le même chagrin. La vieillesse est égoïste, monsieur, et mademoiselle de Villefort faisait à M. Noirtier une fidèle compagnie, que ne pourra plus lui faire madame la baronne d'Épinay. L'état malheureux dans lequel se trouve mon père fait qu'on lui parle rarement d'affaires sérieuses, que la faiblesse de son esprit ne lui permettrait pas de suivre, et je suis parfaitement convaincu qu'à cette heure, tout en conservant le souvenir que sa petite-fille se marie, M. Noirtier a oublié jusqu'au nom de celui qui va devenir son petit-fils. À peine M. de Villefort achevait-il ces paroles, auxquelles Franz répondait par un salut, que la porte du salon s'ouvrit et que Barrois parut. « Messieurs, dit-il d'une voix étrangement ferme pour un serviteur qui parle à ses maîtres dans une circonstance si solennelle. « Messieurs, M. Noirtier de Villefort désire parler sur-le-champ à M. Franz de Quesnel, baron d'Épinay. » Lui aussi, comme le notaire, et afin qu'il ne pût y avoir erreur de personne, donnait tous ses titres aux fiancés. Villefort tressaillit. Madame de Villefort laissa glisser son fils de dessus ses genoux. Valentine se leva, pâle et muette, comme une statue. Albert et Château-Renaud échangèrent un second regard, plus étonné encore que le premier. Le notaire regarda Villefort. « C'est impossible, dit le procureur du roi. D'ailleurs, M. d'Épinay ne peut quitter le salon en ce moment. »« C'est justement en ce moment, reprit Barrois avec la même fermeté, que M. Noirtier, mon maître, désire parler d'affaires importantes à M. Franz d'Épinay. »« Il parle donc, à présent, bon papa Noirtier ?» demanda Édouard avec son impertinence habituelle. Mais cette saillie ne fit même pas sourire madame de Villefort, tant les esprits étaient préoccupés, tant la situation paraissait solennelle. « Dites à M. Noirtier, reprit Villefort, que ce qu'il demande ne se peut pas. »« Alors M. Noirtier prévient ces messieurs, reprit Barrois, qu'il va se faire apporter lui-même au salon. » L'étonnement fut à son comble. Une espèce de sourire se dessina sur le visage de madame de Villefort. Valentine, comme malgré elle, leva les yeux au plafond pour remercier le ciel. « Valentine, dit M. de Villefort, allez un peu savoir, je vous prie, ce que c'est que cette nouvelle fantaisie de votre grand-père. » Valentine fit vivement quelques pas pour sortir, mais M. de Villefort se ravisa. « Attendez, dit-il, je vous accompagne. »« Pardon, monsieur, dit Franz à son tour. Il me semble que, puisque c'est moi que M. Noirtier fait demander, c'est surtout à moi de me rendre à ses désirs. D'ailleurs, je serais heureux de lui présenter mes respects, n'ayant point encore eu l'occasion de solliciter cet honneur. »« Oh, mon Dieu, dit Villefort avec une inquiétude visible, ne vous dérangez donc pas. »« Excusez-moi, monsieur, dit Franz du ton d'un homme qui a pris sa résolution. Je désire ne point manquer cette occasion de prouver à M. Noirtier combien il aurait tort de concevoir contre moi des répugnances que je suis décidé à vaincre, quelles qu'elles soient, par mon profond dévouement. » Et, sans se laisser retenir plus longtemps par Villefort, Franz se leva à son tour et suivit Valentine, qui déjà descendait l'escalier avec la joie d'un naufragé qui met la main sur une roche. M. de Villefort les suivit tous deux. Château-Renaud et Morcerf échangèrent un troisième regard plus étonné encore que les deux premiers. Chapitre 75. Le procès verbal. Noirtier attendait, vêtu de noir et installé dans son fauteuil.
Lorsque les 3 personnes qu'il comptait voir venir furent entrées, il regarda la porte, que son valet de chambre ferma aussitôt. « Faites attention, » dit Villefort bas à Valentine, qui ne pouvait cacher sa joie, « que si monsieur Noirtier veut vous communiquer des choses qui empêchent votre mariage, je vous défends de le comprendre. » Valentine rougit, mais ne répondit pas. Villefort s'approcha de Noirtier. « Voici monsieur Franz d'Épinay, » lui dit-il. « Vous l'avez mandé, monsieur, et il se rend à vos désirs. Sans doute nous souhaitons cette entrevue depuis longtemps, et je serais charmé qu'elle vous prouve combien votre opposition au mariage de Valentine était peu fondée. » Noirtier ne répondit que par un regard qui fit courir le frisson dans les veines de Villefort. Il fit de l'œil signe à Valentine de s'approcher. En un moment, grâce aux moyens dont elle avait l'habitude de se servir dans les conversations avec son grand-père, elle eut trouvé le mot-clé. Alors elle consulta le regard du paralytique, qui se fixa sur le tiroir d'un petit meuble entre les 2 fenêtres. Elle ouvrit le tiroir et trouva effectivement une clé. Quand elle eut cette clé et que le vieillard lui eut fait signe que c'était bien celle-là qu'il demandait, les yeux du paralytique se dirigèrent vers un vieux secrétaire oublié depuis bien des années et qui ne renfermait, croyait-on, que des paperasses inutiles. « Faut-il que j'ouvre le secrétaire » demanda Valentine. « Oui, » fit le vieillard. « Faut-il que j'ouvre les tiroirs » ? « Oui. »« Ceux des côtés » ? « Non. »« Celui du milieu » ? « Oui. » Valentine l'ouvrit et en tira une liasse. « Est-ce là ce que vous désirez, bon père » dit-elle. « Non. » Elle tira successivement tous les autres papiers, jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien, absolument, dans le tiroir. « Mais le tiroir est vide maintenant, » dit-elle. Les yeux de Noirtier étaient fixés sur le dictionnaire. « Oui, bon père, je vous comprends, » dit la jeune fille. Et elle répéta l'une après l'autre chaque lettre de l'alphabet. À l'S, Noirtier l'arrêta. Elle ouvrit le dictionnaire et chercha jusqu'au mot « secret ». « Ah, il y a un secret » dit Valentine. « Oui, » fit Noirtier. « Et qui connaît ce secret ?» Noirtier regarda la porte par laquelle était sorti le domestique. « Barrois » dit-elle. « Oui, » fit Noirtier. « Faut-il que je l'appelle ?»« Oui. » Valentine alla à la porte et appela Barrois. Pendant ce temps, la sueur de l'impatience ruisselait sur le front de Villefort, et Franz demeurait stupéfait d'étonnement. Le vieux serviteur parut. « Barrois, » dit Valentine, « mon grand-père m'a commandé de prendre la clé dans cette console, d'ouvrir ce secrétaire et de tirer ce tiroir. Maintenant, il y a un secret à ce tiroir. Il paraît que vous le connaissez. Ouvrez-le. » Barrois regarda le vieillard. « Obéissez, » dit l'œil intelligent de Noirtier. Barrois obéit. Un double fond s'ouvrit et présenta une liasse de papier nouée avec un ruban noir. « Est-ce cela que vous désirez, monsieur ?» demanda Barrois. « Oui, » fit Noirtier. « À qui faut-il remettre ces papiers ? À monsieur de Villefort ? Non. À mademoiselle Valentine ? Non. À monsieur Franz d'Épinay ? Oui. » Franz, étonné, fit un pas en avant. « À moi, monsieur ?» dit-il. « Oui. » Franz reçut les papiers des mains de Barrois, et, jetant les yeux sur la couverture, il lut. « Pour être déposé, après ma mort, chez mon ami le général Durand, qui lui-même, en mourant, lèguera ce papier à son fils, avec injonction de le conserver comme renfermant un papier de la plus grande importance. » « Eh bien, monsieur, » demanda Franz, « que voulez-vous que je fasse de ce papier ?»« Que vous le conserviez cacheté comme il est, sans doute, » dit le procureur du roi. « Non, non, » répondit vivement Noirtier. « Vous désirez peut-être que monsieur le lise ?» demanda Valentine. « Oui, »
répondit le vieillard. Vous entendez, monsieur le baron ? Mon grand-père vous prie de lire ce papier, dit Valentine. Alors asseyons-nous, fit Villefort avec impatience, car cela durera quelque temps. Asseyez-vous, fit l'œil du vieillard. Villefort s'assit, mais Valentine resta debout à côté de son père, appuyée à côté de son fauteuil, et Franz debout devant lui. Il tenait le mystérieux papier à la main. « Lisez », dirent les yeux du vieillard. Franz défit l'enveloppe, et un grand silence se fit dans la chambre. Au milieu de ce silence, il lut. Extrait des procès-verbaux d'une séance du club bonapartiste de la rue Saint-Jacques, tenue le 5 février 1815. Franz s'arrêta. Le 5 février 1815 ? C'est le jour où mon père a été assassiné. Valentine et Villefort restèrent muets. L'œil seul du vieillard dit clairement. « Continuez. »« Mais c'est en sortant de ce club, continua Franz, que mon père a disparu. » Le regard de Noirtier continua de dire « Lisez. » Il reprit. Les sous-signés, Louis-Jacques Beaurepaire, lieutenant-colonel d'artillerie, Étienne Duchampy, général de brigade, et Claude Lecharpal, directeur des eaux et forêts, déclarent que, le 4 février 1815, une lettre arriva de l'île d'Elbe, qui recommandait à la bienveillance et à la confiance des membres du club bonapartiste le général Flavien de Quesnel, qui, ayant servi l'empereur depuis 1804 jusqu'en 1815, devait être tout dévoué à la dynastie napoléonienne, malgré le titre de baron que Louis XVIII venait d'attacher à sa terre d'Épinay. En conséquence, un billet fut adressé au général de Quesnel, qui le priait d'assister à la séance du lendemain. Le billet n'indiquait ni la rue ni le numéro de la maison où devait se tenir la réunion. Il ne portait aucune signature, mais il annonçait au général que, s'il voulait se tenir prêt, on le viendrait prendre à 9 heures du soir. Les séances avaient lieu de 9 heures du soir à minuit. À 9 heures, le président du club se présenta chez le général. Le général était prêt. Le président lui dit qu'une des conditions de son introduction était qu'il ignorerait éternellement le lieu de la réunion et qu'il se laisserait bander les yeux en jurant de ne point chercher à soulever le bandeau. Le général de Quesnel accepta la condition et promit sur l'honneur de ne pas chercher à voir où on le conduirait. Le général avait fait préparer sa voiture, mais le président lui dit qu'il était impossible que l'on s'en servît, attendu que ce n'était pas la peine qu'on bandât les yeux du maître si le cocher demeurait les yeux ouverts et reconnaissait les rues par lesquelles on passerait. « Comment faire alors ?» demanda le général. « J'ai ma voiture, » dit le président. « Êtes-vous donc si sûr de votre cocher que vous lui confiez un secret que vous jugez imprudent de dire au mien ? Notre cocher est un membre du club, dit le président. Nous serons conduits par un conseiller d'État. Alors, dit en riant le général, nous courons un autre risque, celui de verser. Nous consignons cette plaisanterie comme preuve que le général n'a pas été le moins du monde forcé d'assister à la séance et qu'il est venu de son plein gré. Une fois monté dans la voiture, le président rappela au général la promesse faite par lui de se laisser bander les yeux. Le général ne mit aucune opposition à cette formalité. Un foulard, préparé à cet effet dans la voiture, fit l'affaire. Pendant la route, le président crut s'apercevoir que le général cherchait à regarder sous son bandeau. Il lui rappela son serment. « Ah, c'est vrai, » dit le général. La voiture s'arrêta devant une allée de la rue Saint-Jacques. Le général descendit en s'appuyant au bras du président, dont il ignorait la dignité, et qu'il prenait pour un simple membre du club. On traversa l'allée, on monta un étage, et l'on entra dans la chambre des délibérations. La séance était commencée. Les membres du club, prévenus de l'espèce de présentation qui devait avoir lieu ce soir-là, se trouvaient au grand complet. Arrivé au milieu de la salle, le général fut invité à ôter son bandeau. Il se rendit aussitôt à l'invitation et parut fort étonné de trouver un si grand nombre de figures de connaissance dans une société dont il n'avait pas même soupçonné l'existence jusqu'alors. On l'interrogea sur ses sentiments,
mais il se contenta de répondre que les lettres de l'île d'Elbe avaient dû les faire connaître. Franz s'interrompit. « Mon père était royaliste, dit-il. On n'avait pas besoin de l'interroger sur ses sentiments, ils étaient connus. » Et de là, dit Villefort, venait ma liaison avec votre père, mon cher monsieur Franz. On se lie facilement quand on partage les mêmes opinions. Lisez, continua de dire l'œil du vieillard. Franz continua. Le président prit alors la parole pour engager le général à s'exprimer plus explicitement. Mais M. de Quesnel répondit qu'il désirait avant tout savoir ce que l'on désirait de lui. Il fut alors donné communication au général de cette même lettre de l'île d'Elbe qui le recommandait au club comme un homme sur le concours duquel on pouvait compter. Un paragraphe tout entier exposait le retour probable de l'île d'Elbe et promettait une nouvelle lettre et de plus amples détails à l'arrivée du Pharaon, bâtiment appartenant à l'armateur Morel de Marseille et dont le capitaine était à l'entière dévotion de l'empereur. Pendant toute cette lecture, le général, sur lequel on avait cru pouvoir compter comme sur un frère, donna au contraire des signes de mécontentement et de répugnance visibles. La lecture terminée, il demeura silencieux et le sourcil froncé. « Eh bien, demanda le président, que dites-vous de cette lettre, monsieur le général ?»« Je dis qu'il y a bien peu de temps, répondit-il, qu'on a prêté serment au roi Louis XVIII pour le violer déjà au bénéfice de l'ex-empereur. » Cette fois, la réponse était trop claire pour que l'on pût se tromper à ses sentiments. « Général, dit le président, il n'y a pas plus pour nous de Louis XVIII qu'il n'y a d'ex-empereur. Il n'y a que Sa Majesté l'empereur et roi, éloigné depuis 10 mois de la France, son état, par la violence et la trahison. « Pardon, messieurs, dit le général, il se peut qu'il n'y ait pas pour vous de roi Louis XVIII, mais il y en a un pour moi, attendu qu'il m'a fait baron et maréchal de camp, et que je n'oublierai jamais que c'est à son heureux retour en France que je dois ces 2 titres. »« Monsieur, dit le président, du ton le plus sérieux et en se levant, prenez garde à ce que vous dites. Vos paroles nous démontrent clairement que l'on s'est trompé sur votre compte à l'île d'Elbe et qu'on nous a trompés. La communication qui vous a été faite tient à la confiance qu'on avait en vous, et par conséquent à un sentiment qui vous honore. Maintenant, nous étions dans l'erreur. Un titre et un grade vous ont rallié au nouveau gouvernement que nous voulons renverser. Nous ne vous contraindrons pas à nous prêter votre concours. Nous n'enrôlerons personne contre sa conscience et sa volonté. Mais nous vous contraindrons à agir comme un galant homme, même au cas où vous n'y seriez point disposé. Vous appelez être un galant homme, connaître votre conspiration et ne pas la révéler? J'appelle cela être votre complice, moi. Vous voyez que je suis encore plus franc que vous. »« Ah, mon père, dit Franz, s'interrompant, je comprends maintenant pourquoi ils t'ont assassiné. » Valentine ne put s'empêcher de jeter un regard sur Franz. Le jeune homme était vraiment beau dans son enthousiasme filial. Villefort se promenait de long en large derrière lui. Noirtier suivait des yeux l'expression de chacun et conservait son attitude digne et sévère. Franz revint au manuscrit et continua. « Monsieur, dit le président, on vous a prié de vous rendre au sein de l'Assemblée. On ne vous y a point traîné de force. On vous a proposé de vous bander les yeux. Vous avez accepté. Quand vous avez accédé à cette double demande, vous saviez parfaitement que nous ne nous occupions pas d'assurer le trône de Louis XVIII, sans quoi nous n'eussions pas pris tant de soin de nous cacher à la police. Maintenant, vous le comprenez, il serait trop commode de mettre un masque à l'aide duquel on surprend le secret des gens et de n'avoir ensuite qu'à ôter ce masque pour perdre ceux qui se sont fiés à vous. Non, non, vous allez d'abord dire franchement si vous êtes pour le roi de hasard, qui règne en ce moment, ou pour Sa Majesté l'Empereur. »« Je suis royaliste, répondit le général. J'ai fait serment à Louis XVIII. Je tiendrai mon serment. » Ces mots furent suivis d'un murmure général, et l'on put voir, par les regards d'un grand nombre des membres du club, qu'ils agitaient la question de faire repentir M. d'Épinay de ses imprudentes paroles. Le président se leva de nouveau et imposa le silence. « Monsieur,
lui dit-il. Vous êtes un homme trop grave et trop sensé pour ne pas comprendre les conséquences de la situation où nous nous trouvons les uns en face des autres. Et votre franchise même nous dicte les conditions qu'il nous reste à vous faire. Vous allez donc jurer sur l'honneur de ne rien révéler de ce que vous avez entendu. » Le général porta la main à son épée et s'écria. « Si vous parlez d'honneur, commencez par ne pas méconnaître ces lois et n'imposez rien par la violence. Et vous, monsieur, continua le président avec un calme plus terrible peut-être que la colère du général, ne touchez pas à votre épée, c'est un conseil que je vous donne. » Le général tourna autour de lui des regards qui décelaient un commencement d'inquiétude. Cependant, il ne fléchit pas encore. Au contraire, rappelant toute sa force, « Je ne jurerai pas, dit-il. »« Alors, monsieur, vous mourrez, » répondit tranquillement le président. Monsieur d'Épinay devint fort pâle. Il regarda une seconde fois tout autour de lui. Plusieurs membres du club chuchotaient et cherchaient des armes sous leurs manteaux. « Général, dit le président, soyez tranquille. Vous êtes parmi des gens d'honneur qui essayeront de tous les moyens de vous convaincre avant de se porter contre vous à la dernière extrémité. Mais aussi, vous l'avez dit, vous êtes parmi des conspirateurs. Vous tenez notre secret. Il faut nous le rendre. » Un silence plein de signification suivit ces paroles, et comme le général ne répondait rien, « Fermez les portes, dit le président aux huissiers. » Le même silence de mort succéda à ces paroles. Alors le général s'avança, et faisant un violent effort sur lui-même, « J'ai un fils, dit-il, et je dois songer à lui en me trouvant parmi des assassins. »« Général, dit avec noblesse le chef de l'Assemblée, un seul homme a toujours le droit d'en insulter 50. C'est le privilège de la faiblesse. Seulement, il a tort d'user de ce droit. Croyez-moi, général. Jurez, et ne nous insultez pas. » Le général, encore une fois, dompté par cette supériorité du chef de l'Assemblée, hésita un instant. Mais enfin, s'avançant jusqu'au bureau du président, « Quelle est la formule ? » demanda-t-il. « La voici. Je jure sur l'honneur de ne jamais révéler à qui que ce soit au monde ce que j'ai vu et entendu le 5 février 1815 entre 9 et 10 heures du soir. Et je déclare mériter la mort si je viole mon serment. » Le général parut éprouver un frémissement nerveux qui l'empêcha de répondre pendant quelques secondes. Enfin, surmontant une répugnance manifeste, il prononça le serment exigé, mais d'une voix si basse qu'à peine on l'entendit. Aussi, plusieurs membres exigèrent-ils qu'il le répétât à voix plus haute et plus distincte, ce qui fut fait. « Maintenant je désire me retirer, » dit le général. « Suis-je enfin libre ?» Le président se leva, désigna 3 membres de l'Assemblée pour l'accompagner et monta en voiture avec le général, après lui avoir bandé les yeux. Au nombre de ces 3 membres était le cocher qui l'avait amené. Les autres membres du club se séparèrent en silence. « Où voulez-vous que nous vous reconduisions ? » demanda le président. « Partout où je pourrais être délivré de votre présence, » répondit M. d'Épinay. « Monsieur, » reprit alors le président, « prenez garde, vous n'êtes plus dans l'Assemblée, vous n'avez plus affaire qu'à des hommes isolés. Ne les insultez pas si vous ne voulez pas être rendu responsable de l'insulte. » Mais, au lieu de comprendre ce langage, M. d'Épinay répondit. « Vous êtes toujours aussi brave dans votre voiture que dans votre club, par la raison, monsieur, que 4 hommes sont toujours plus forts qu'un seul. » Le président fit arrêter la voiture. On était juste à l'entrée du quai des Ormes, où se trouve l'escalier qui descend à la rivière. « Pourquoi faites-vous arrêter ici ? » demanda M. d'Épinay. « Parce que, monsieur, dit le président, vous avez insulté un homme, et que cet homme ne veut pas faire un pas de plus sans vous demander loyalement séparation. »« Encore une manière d'assassiner ?» dit le général en haussant les épaules. « Pas de bruit, répondit le président, si vous ne voulez pas que je vous regarde vous-même comme un de ces hommes que vous désigniez tout à l'heure.
c'est-à-dire comme un lâche qui prend sa faiblesse pour bouclier. Vous êtes seul, un seul vous répondra. Vous avez une épée au côté, j'en ai une dans cette canne. Vous n'avez pas de témoin, un de ces messieurs sera le vôtre. Maintenant, si cela vous convient, vous pouvez ôter votre bandeau. Le général arracha à l'instant même le mouchoir qu'il avait sur les yeux. Enfin, dit-il, je vais donc savoir à qui j'ai affaire. On ouvrit la voiture. Les 4 hommes descendirent. Franz s'interrompit encore une fois. Il essuya une sueur froide qui coulait sur son front. Il y avait quelque chose d'effrayant à voir le fils, tremblant et pâle, lisant tout haut les détails, ignorés jusqu'alors, de la mort de son père. Valentine joignait les mains comme si elle eût été en prière. Noirtier regardait Villefort avec une expression presque sublime de mépris et d'orgueil. Franz continua. On était, comme nous l'avons dit, au 5 février. Depuis 3 jours, il gelait à 5 ou 6 degrés. L'escalier était tout raide de glaçons, le général était gros et grand, le président lui offrit le côté de la rampe pour descendre. Les 2 témoins suivaient par derrière. Il faisait une nuit sombre. Le terrain de l'escalier à la rivière était humide de neige et de givre. On voyait l'eau s'écouler, noire, profonde, et charriant quelques glaçons. Un des témoins alla chercher une lanterne dans un bateau de charbon et, à la lueur de cette lanterne, on examina les armes. L'épée du président, qui était simplement, comme il l'avait dit, une épée qu'il portait dans une canne, était plus courte que celle de son adversaire et n'avait pas de garde. Le général d'Épinay proposa de tirer au sort les 2 épées, mais le président répondit que c'était lui qui avait provoqué, et qu'en provoquant, il avait prétendu que chacun se servit de ses armes. Les témoins essayèrent d'insister. Le président leur imposa silence. On posa la lanterne à terre. Les 2 adversaires se mirent de chaque côté. Le combat commença. La lumière faisait des 2 épées 2 éclairs. Quant aux hommes, à peine si on les apercevait, tant l'ombre était épaisse. Monsieur le général passait pour une des meilleures lames de l'armée, mais il fut pressé si vivement dès les premières bottes qu'il rompit. En rompant, il tomba. Les témoins le crurent tué, mais son adversaire, qui savait ne l'avoir point touché, lui offrit la main pour l'aider à se relever. Cette circonstance, au lieu de le calmer, irrita le général, qui fondit à son tour sur son adversaire. Mais son adversaire ne rompit pas d'une semelle, le recevant sur son épée. 3 fois le général recula, se trouvant trop engagé, et revint à la charge. À la 3e fois, il tomba encore. On crut qu'il glissait comme la première fois. Cependant, les témoins, voyant qu'il ne se relevait pas, s'approchèrent de lui et tentèrent de le remettre sur ses pieds. Mais celui qui l'avait pris à bras-le-corps sentit sous sa main une chaleur humide. C'était du sang. Le général, qui était à peu près évanoui, reprit ses sens. « Ah !» dit-il, « on m'a dépêché quelques spadassins, quelques maîtres d'armes du régiment. » Le président, sans répondre, s'approcha de celui des 2 témoins qui tenaient la lanterne et, relevant sa manche, il montra son bras percé de 2 coups d'épée. Puis, ouvrant son habit et déboutonnant son gilet, il fit voir son flanc entamé par une 3e blessure. Cependant, il n'avait pas même poussé un soupir. Le général d'Épinay entra en agonie et expira 5 minutes après. Franz lut ces derniers mots d'une voix si étranglée qu'à peine on put les entendre. Et après les avoir lus, il s'arrêta, passant sa main sur ses yeux comme pour en chasser un nuage. Mais, après un instant de silence, il continua. Le président remonta l'escalier, après avoir repoussé son épée dans sa canne. Une trace de sang marquait son chemin dans la neige. Il n'était pas encore en haut de l'escalier qu'il entendit un clapotement sourd dans l'eau. C'était le corps du général que les témoins venaient de précipiter dans la rivière après avoir constaté la mort. Le général a donc succombé dans un duel loyal et non dans un guet-apens, comme on pourrait le dire.
en foi de quoi nous avons signé le présent pour établir la vérité des faits, de peur qu'un moment n'arrive où quelqu'un des acteurs de cette scène terrible ne se trouve accusé de meurtre avec préméditation ou de forfaiture aux lois de l'honneur. Signé Beauregard, Duchampy et Le Charpel. Quand Franz eut terminé cette lecture si terrible pour un fils, quand Valentine, pâle d'émotion, eut essuyé une larme, quand Villefort, tremblant et blotti dans un coin, eut essayé de conjurer l'orage par des regards suppliants adressés au vieillard implacable. « Monsieur, dit d'Épinay à Noirtier, puisque vous connaissez cette terrible histoire dans tous ses détails, puisque vous l'avez fait attester par des signatures honorables, puisqu'enfin vous semblez vous intéresser à moi, quoique votre intérêt ne se soit encore révélé que par la douleur, ne me refusez pas une dernière satisfaction. Dites-moi le nom du président du club, que je connaisse enfin celui qui a tué mon pauvre père. » Villefort chercha, comme égaré, le bouton de la porte. Valentine, qui avait compris avant tout le monde la réponse du vieillard, et qui souvent avait remarqué sur son avant-bras la trace de 2 coups d'épée, recula d'un pas en arrière. « Au nom du ciel, mademoiselle, dit Franz, s'adressant à sa fiancée, joignez-vous à moi, que je sache le nom de cet homme qui m'a fait orphelin à 2 ans. Valentine resta immobile et muette. « Tenez, monsieur, dit Villefort, croyez-moi, ne prolongez pas cette horrible scène. Les noms, d'ailleurs, ont été cachés à dessein. Mon père lui-même ne connaît pas ce président, et, s'il le connaît, il ne saurait le dire. Les noms propres ne se trouvent pas dans le dictionnaire. »« Oh, malheur !» s'écria Franz. « Le seul espoir qui m'a soutenu pendant toute cette lecture et qui m'a donné la force d'aller jusqu'au bout, c'était de connaître au moins le nom de celui qui a tué mon père. Monsieur, monsieur, s'écria-t-il en se retournant vers Noirtier, au nom du ciel, faites ce que vous pourrez. Arrivez, je vous en supplie, à m'indiquer, à me faire comprendre. » « Oui, répondit Noirtier. « Oh, mademoiselle, mademoiselle, s'écria Franz, votre grand-père a fait signe qu'il pouvait m'indiquer. Cet homme, aidez-moi, vous le comprenez, prêtez-moi votre concours. » Noirtier regarda le dictionnaire. Franz le prit avec un tremblement nerveux et prononça successivement les lettres de l'alphabet jusqu'à l'M. À cette lettre, le vieillard fit signe que oui. « M » répéta Franz. Le doigt du jeune homme glissa sur les mots, mais à tous les mots, Noirtier répondait par un signe négatif. Valentine cachait sa tête entre ses mains. Enfin, Franz arriva au mot « moi ». « Oui », fit le vieillard. « Vous » s'écria Franz, dont les cheveux se dressèrent sur sa tête. « Vous, monsieur Noirtier ? C'est vous qui avez tué mon père ?»« Oui », répondit Noirtier, en fixant sur le jeune homme un majestueux regard. Franz tomba sans force sur un fauteuil. Villefort ouvrit la porte et s'enfuit, car l'idée lui venait d'étouffer ce peu d'existence qui restait encore dans le cœur terrible du vieillard. Chapitre 76. Le progrès de Cavalcanti fils. Cependant, M. Cavalcanti père était parti pour aller reprendre son service, non pas dans l'armée de Hesse, M. l'empereur d'Autriche, mais à la roulette des bains de Lucques, dont il était l'un des plus assidus courtisans. Il va sans dire qu'il avait emporté avec la plus scrupuleuse exactitude jusqu'au dernier pôle de la somme qui lui avait été allouée pour son voyage et pour la récompense de la façon majestueuse et solennelle avec laquelle il avait joué son rôle de père. Monsieur Andrea avait hérité à ce départ de tous les papiers, qui constataient qu'il avait bien l'honneur d'être le fils du marquis Bartolomeo et la marquise Leonora Corsinari. Il était donc à peu près ancré dans cette société parisienne, si facile à recevoir les étrangers
et à les traiter non pas d'après ce qu'ils sont, mais d'après ce qu'ils veulent être. D'ailleurs, que demande-t-on à un jeune homme à Paris ? De parler à peu près sa langue, d'être habillé convenablement, d'être beau joueur et de payer en or. Il va sans dire qu'on est moins difficile encore pour un étranger que pour un Parisien. Andrea avait donc pris, en une quinzaine de jours, une assez belle position. On l'appelait monsieur le comte, on disait qu'il avait 50 000 livres de rente, et on parlait des trésors immenses de monsieur son père, enfouis, disait-on, dans les carrières de Saravezza. Un savant, devant qui on mentionnait cette dernière circonstance comme un fait, déclara avoir vu les carrières dont il était question, ce qui donna un grand poids à des assertions jusqu'alors flottantes à l'état de doute, et qui dès lors prirent la consistance de la réalité. On en était là dans ce cercle de la société parisienne où nous avons introduit nos lecteurs, lorsque Monte Cristo vint un soir faire visite à M. Danglars. M. Danglars était sorti, mais on proposa au comte de l'introduire près de la baronne, qui était visible, ce qu'il accepta. Ce n'était jamais sans une espèce de tressaillement nerveux que, depuis le dîner d'Auteuil et les événements qui en avaient été la suite, Madame Danglars entendait prononcer le nom de Monte Cristo. Si la présence du comte ne suivait pas le bruit de son nom, la sensation douloureuse devenait plus intense. Si au contraire le comte paraissait, sa figure ouverte, ses yeux brillants, son amabilité, sa galanterie même, pour Madame Danglars, chassaient bientôt jusqu'à la dernière impression de crainte. Il paraissait à la baronne impossible qu'un homme si charmant à la surface pût nourrir contre elle de mauvais desseins. D'ailleurs, les cœurs les plus corrompus ne peuvent croire au mal qu'en le faisant reposer sur un intérêt quelconque. Le mal inutile et sans cause répugne comme une anomalie. Lorsque Monte Cristo entra dans le boudoir où nous avons déjà une fois introduit nos lecteurs, et où la baronne suivait d'un œil assez inquiet des dessins que lui passait sa fille après les avoir regardés avec M. Cavalcanti fils, sa présence produisit son effet ordinaire, et ce fut en souriant qu'après avoir été quelque peu bouleversée par son nom, la baronne reçut le comte. Celui-ci, de son côté, embrassa toute la scène d'un coup d'œil. Près de la baronne, à peu près couchée sur une causeuse, Eugénie se tenait assise, et Cavalcanti debout. Cavalcanti, habillé de noir comme un héros de Goethe, en souliers vernis et en bas de soie blanc à jour, passait une main assez blanche et assez soignée dans ses cheveux blonds, au milieu desquels scintillait un diamant que, malgré les conseils de Monte Cristo, le vaniteux jeune homme n'avait pu résister au désir de se passer au petit doigt. Ce mouvement était accompagné de regards assassins lancés sur mademoiselle Danglars, et de soupirs envoyés à la même adresse que les regards. Mademoiselle Danglars était toujours la même, c'est-à-dire belle, froide et railleuse. Pas un de ses regards, pas un de ces soupirs d'Andrea ne lui échappait. On eût dit qu'il glissait sur la cuirasse de Minerve, cuirasse que quelques philosophes prétendent recouvrir parfois la poitrine de Sappho. Eugénie salua froidement le comte, et profita des premières préoccupations de la conversation pour se retirer dans son salon d'études, d'où bientôt deux voix s'exhalant rieuses et bruyantes, mêlées aux premiers accords d'un piano, firent savoir à Monte Cristo que mademoiselle Danglars venait de préférer à la sienne et à celle de M. Cavalcanti la société de mademoiselle Louise d'Armilly, sa maîtresse de chant. Ce fut alors surtout que, tout en causant avec madame Danglars et en paraissant absorbé par le charme de la conversation, le comte remarqua la sollicitude de M. Andrea Cavalcanti, sa manière d'aller écouter la musique à la porte qu'il n'osait franchir, et de manifester son admiration. Bientôt le banquier rentra. Son premier regard fut pour Monte Cristo, c'est vrai, mais le second pour Andrea. Quant à sa femme, il la salua à la façon dont certains maris saluent leurs femmes, et dont les célibataires ne pourront se faire une idée que lorsqu'on aura publié un code très étendu de la conjugalité. « Est-ce que ces demoiselles ne vous ont pas invité à faire de la musique avec elles ?» demanda Danglars à Andrea.
Hélas non, monsieur, répondit Andrea avec un soupir plus remarquable encore que les autres. Danglars s'avança aussitôt vers la porte de communication et l'ouvrit. On vit alors les deux jeunes filles assises sur le même siège devant le même piano. Elles accompagnaient chacune d'une main exercice auquel elles s'étaient habituées par fantaisie et où elles étaient devenues d'une force remarquable. Mademoiselle d'Armilly, qu'on apercevait alors, formant avec Eugénie, grâce au cadre de la porte, un de ces tableaux vivants comme on en fait souvent en Allemagne, était d'une beauté assez remarquable, ou plutôt d'une gentillesse exquise. C'était une petite femme mince et blonde, comme une fée, avec de grands cheveux bouclés tombant sur son cou un peu trop long, comme Pérugin en donne parfois à ses vierges, et des yeux voilés par la fatigue. On disait qu'elle avait la poitrine faible, et que, comme Antonia du violon de Crémone, elle mourrait un jour en chantant. Monte Cristo plongea dans ce gynécée un regard rapide et curieux. C'était la première fois qu'il voyait mademoiselle d'Armilly, dont si souvent il avait entendu parler dans la maison. « Eh bien, demanda le banquier à sa fille, nous sommes donc exclus, nous autres ?» Alors il mena le jeune homme dans le petit salon, et, soit hasard, soit adresse, derrière Andrea, la porte fut repoussée de manière que, de l'endroit où ils étaient assis, Monte Cristo et la baronne ne pussent plus rien voir. Mais, comme le banquier avait suivi Andrea, madame Danglars ne parut pas même remarquer cette circonstance. Bientôt après, le comte entendit la voix d'Andrea résonner aux accords du piano, accompagnant une chanson corse. Pendant que le comte écoutait en souriant cette chanson qui lui faisait oublier Andrea pour lui rappeler Benedetto, madame Danglars vantait à Monte Cristo la force d'âme de son mari, qui, le matin encore, avait, dans une faillite milanaise, perdu 300 ou 400 000 francs. Et en effet, l'éloge était mérité, car si le comte ne l'eût su par la baronne ou peut-être par un des moyens qu'il avait de tout savoir, la figure du baron ne lui en eût pas dit un mot. Bon, pensa Monte Cristo, il en est déjà à cacher ce qu'il perd. Il y a 1 mois, il s'en vantait. Puis, tout haut, « Oh, madame, dit le comte, monsieur Danglars connaît si bien la bourse qu'il rattrapera toujours là ce qu'il pourra perdre ailleurs. » « Je vois que vous partagez l'erreur commune, dit madame Danglars. »« Et quelle est cette erreur ?» dit Monte Cristo. « C'est que monsieur Danglars joue, tandis qu'au contraire, il ne joue jamais. »« Ah, oui, c'est vrai, madame, je me rappelle que monsieur Debray m'a dit... À propos, mais que devient donc monsieur Debray ? Il y a 3 ou 4 jours que je ne l'ai aperçu. »« Et moi aussi, dit madame Danglars avec un aplomb miraculeux. Mais vous avez commencé une phrase qui est restée inachevée. »« Laquelle ? Monsieur Debray vous a dit, prétendiez-vous ? » ?»« Ah, c'est vrai. Monsieur Debray m'a dit que c'était vous qui sacrifiez au démon du jeu. »« J'ai eu ce goût pendant quelque temps, je l'avoue, dit madame Danglars. Mais je ne l'ai plus. »« Et vous avez tort, madame. Eh, mon Dieu, les chances de la fortune sont précaires, et si j'étais femme, et que le hasard eût fait de cette femme celle d'un banquier, quelque confiance que j'ai dans le bonheur de mon mari, car en spéculation, vous le savez, tout est bonheur et malheur, eh bien, dis-je, quelque confiance que j'ai dans le bonheur de mon mari, je commencerai toujours par m'assurer une fortune indépendante. Dussé-je acquérir cette fortune en mettant mes intérêts dans des mains qui lui seraient inconnues. Madame Danglars rougit malgré elle. « Tenez, dit Monte Cristo, comme s'il n'avait rien vu. On parle d'un beau coup qui a été fait hier sur les bons de Naples. »« Je n'en ai pas, dit vivement la baronne, et je n'en ai même jamais eu. Mais en vérité, c'est assez parler bourse comme cela, monsieur le comte. Nous avons l'air de 2 agents de change. Parlons un peu de ces pauvres Villefort, si tourmentés en ce moment par la fatalité. »« Que leur arrive-t-il donc ? demanda Monte Cristo avec une parfaite naïveté. « Mais, vous le savez, après avoir perdu monsieur de Saint-Méran, 3 ou 4 jours après son départ, ils viennent de perdre la marquise, 3 ou 4 jours après son arrivée. »« Ah, c'est vrai, dit Monte Cristo, j'ai appris cela, mais comme dit Claudius à Hamlet, c'est une loi de la nature. Leur père était mort avant eux,
et ils les avaient pleurés. Ils mourront avant leurs fils, et leurs fils les pleureront. Mais ce n'est pas le tout. Comment, ce n'est pas le tout? Non, vous saviez qu'ils allaient marier leur fille? Monsieur Franz d'Épinay, est-ce que le mariage est manqué? Hier matin, à ce qu'il paraît, Franz leur a rendu leur parole. Ah, vraiment? Et connaît-on les causes de cette rupture? Non. Que m'annoncez-vous là? Bon Dieu, madame, et monsieur de Villefort, comment accepte-t-il tous ces malheurs? Comme toujours, en philosophe. En ce moment, Danglars rentra seul. « Eh bien, dit la baronne, vous laissez monsieur Cavalcanti avec votre fille? »« Et mademoiselle d'Armilly, dit le banquier. Pour qui la prenez-vous donc? » Puis se retournant vers Monte Cristo. « Charmant jeune homme, n'est-ce pas, monsieur le comte, que le prince Cavalcanti? Seulement, est-il bien prince? »« Je n'en réponds pas, dit Monte Cristo. On m'a présenté son père comme marquis. Il serait comte. Mais je crois que lui-même n'a pas grande prétention à ce titre. »« Pourquoi, dit le banquier, s'il est prince, il a tort de ne pas se vanter. Chacun son droit. Je n'aime pas qu'on renie son origine, moi. »« Oh, vous êtes un démocrate pur, dit Monte Cristo en souriant. »« Mais voyez, dit la baronne, à quoi vous vous exposez? Si M. de Morcerf venait par hasard, il trouverait M. Cavalcanti dans une chambre où lui, fiancé d'Eugénie, n'a jamais eu la permission d'entrer. »« Vous faites bien de dire par hasard, reprit le banquier, car, en vérité, on dirait, tant on le voit rarement, que c'est effectivement le hasard qui nous l'amène. »« Enfin, s'il venait et qu'il trouvât ce jeune homme près de votre fille, il pourrait être mécontent. »« Lui ? Oh, mon Dieu, vous vous trompez. Monsieur Albert ne nous fait pas l'honneur d'être jaloux de sa fiancée. Il ne l'aime point assez pour cela. D'ailleurs, que m'importe qu'il soit mécontent ou non. »« Cependant, au point où nous en sommes... » »« Oui, au point où nous en sommes. Voulez-vous le savoir, le point où nous en sommes? C'est qu'au bal de sa mère, il a dansé une seule fois avec ma fille, que M. Cavalcanti a dansé 3 fois avec elle, et qu'il ne l'a même pas remarqué. « Monsieur le vicomte Albert de Morcerf, » annonça le valet de chambre. La baronne se leva vivement. Elle allait passer au salon d'études pour avertir sa fille, quand Danglars l'arrêta par le bras. « Laissez, dit-il. » Elle le regarda étonnée. Monte Cristo feignit de ne pas avoir vu ce jeu de scène. Albert entra, il était fort beau et fort gai. Il salua la baronne avec aisance, Danglars avec familiarité, Monte Cristo avec affection, puis se retournant vers la baronne, « Voulez-vous me permettre, madame, lui dit-il, de vous demander comment se porte mademoiselle Danglars? »« Fort bien, monsieur, répondit vivement Danglars. Elle fait en ce moment de la musique dans son petit salon avec monsieur Cavalcanti. » Albert conserva son air calme et indifférent. Peut-être éprouvait-il quelque dépit intérieur, mais il sentait le regard de Monte Cristo fixé sur lui. « Monsieur Cavalcanti a une très belle voix de ténor, dit-il, et mademoiselle Eugénie un magnifique soprano, sans compter qu'elle joue du piano comme Thalberg. Ce doit être un charmant concert. »« Le fait est, dit Danglars, qu'ils s'accordent à merveille. » Albert parut n'avoir pas remarqué cet équivoque. Si grossière, cependant, que madame Danglars en rougit. « Moi aussi, continua le jeune homme, je suis musicien, à ce que disent mes maîtres, du moins. Eh bien, chose étrange, je n'ai jamais pu encore accorder ma voix avec aucune voix, et avec les voix de soprano surtout encore moins qu'avec les autres. » Danglars fit un petit sourire qui signifiait « Mais fâche-toi donc !»« Aussi, dit-il, espérant sans doute arriver au but qu'il désirait, le prince et ma fille ont-ils fait hier l'admiration générale. N'étiez-vous pas là hier, monsieur de Morcerf ?»« Quel prince ?» demanda Albert. « Le prince Cavalcanti, » reprit Danglars, qui s'obstinait toujours à donner ce titre au jeune homme. « Ah, pardon, » dit Albert, « j'ignorais qu'il fût prince. Ah, le prince Cavalcanti a chanté hier avec mademoiselle Eugénie. En vérité, ce devait être ravissant, et je regrette bien vivement de ne pas avoir entendu cela. Mais je n'ai pu me rendre à votre invitation,
j'étais forcé d'accompagner madame de Morcerf chez la baronne de Château-Renaud, la mère, où chantaient les Allemands. » Puis, après un silence, et comme s'il n'eût été question de rien, « Me sera-t-il permis, répéta Morcerf, de présenter mes hommages à mademoiselle Danglars ?»« Oh, attendez, attendez, je vous en supplie, dit le banquier en arrêtant le jeune homme. Entendez-vous la délicieuse cavatine? Ta-ta-ta, ti-ta-ti-ta-ta. C'est ravissant. Cela va être fini. Une seule seconde. Parfait. Bravo, bravi, brava. » Et le banquier se mit à applaudir avec frénésie. « En effet, dit Albert, c'est exquis, et il est impossible de mieux comprendre la musique de son pays que ne le fait le prince Cavalcanti. Vous avez dit prince, n'est-ce pas? D'ailleurs, s'il n'est pas prince, on le fera prince. C'est facile en Italie. Mais pour en revenir à nos adorables chanteurs, vous devriez nous faire un plaisir, monsieur Danglars. Sans les prévenir qu'il y a là un étranger, vous devriez prier mademoiselle Danglars et monsieur Cavalcanti de commencer un autre morceau. C'est une chose si délicieuse que de jouir de la musique d'un peu loin, dans une pénombre, sans être vu, sans voir et, par conséquent, sans gêner le musicien, qui peut ainsi se livrer à tout l'instinct de son génie ou à tout l'élan de son cœur. » Cette fois, Danglars fut démonté par le flegme du jeune homme. Il prit Monte Cristo à part. « Eh bien, lui dit-il, que dites-vous de notre amoureux ? » ?»« Dame, il me paraît froid, c'est incontestable, mais que voulez-vous ? Vous êtes engagé. »« Sans doute, je suis engagé, mais de donner ma fille à un homme qui l'aime et non à un homme qui ne l'aime pas. Voyez celui-ci, froid comme un marbre, orgueilleux comme son père. S'il était riche encore, s'il avait la fortune des Cavalcanti, on passerait par-dessus. Ma foi, je n'ai pas consulté ma fille, mais si elle avait bon goût... » « Oh, dit Monte Cristo, je ne sais si c'est mon amitié pour lui qui m'aveugle, mais je vous assure, moi, que monsieur de Morcerf est un jeune homme charmant, là, qui rendra votre fille heureuse et qui arrivera tôt ou tard à quelque chose, car enfin la position de son père est excellente. »« Fit Danglars. « Pourquoi ce doute ? Il y a toujours le passé, ce passé obscur, mais le passé du père ne regarde pas le fils. Si fait, si fait. Voyons, ne vous montez pas la tête. Il y a un mois, vous trouviez excellent de faire ce mariage. Vous comprenez, moi, je suis désespéré. C'est chez moi que vous avez vu ce jeune Cavalcanti, que je ne connais pas, je vous le répète. »« Je le connais, moi, dit Danglars. Cela suffit. »« Vous le connaissez ? Avez-vous donc pris des renseignements sur lui ? » demanda Monte Cristo. « Est-il besoin de cela ? Et à la première vue, ne sait-on pas à qui on a affaire ? Il est riche d'abord. »« Je ne l'assure pas. »« Vous répondez pour lui, cependant. De 50 000 livres, une misère. »« Il a une éducation distinguée. » Fit à son tour Monte Cristo. « Il est musicien. Tous les Italiens le sont. Tenez, comte, vous n'êtes pas juste pour ce jeune homme. »« Eh bien oui, je l'avoue. Je vois avec peine que, connaissant vos engagements avec les Morcerf, ils viennent ainsi se jeter en travers et abuser de sa fortune. » Danglars se mit à rire. « Oh, que vous êtes puritain, dit-il. Mais cela se fait tous les jours, dans le monde. Vous ne pouvez cependant rompre ainsi, mon cher monsieur Danglars. Les Morcerf comptent sur ce mariage. »« Y comptent-ils ? » ?»« Positivement. »« Alors qu'il s'explique. Vous devriez glisser 2 mots de cela au père, mon cher comte, vous qui êtes si bien dans la maison. »« Moi ? Et où diable avez-vous vu cela ? » ?»« Mais à leur bal, ce me semble. Comment ? La comtesse, la fière Mercédès, la dédaigneuse Catalane, qui daigne à peine ouvrir la bouche à ses plus vieilles connaissances, vous a pris par le bras, est sortie avec vous dans le jardin, a pris les petites allées et n'a reparu qu'1 demi-heure après. »« Ah, baron, baron, dit Albert, vous nous empêchez d'entendre. Pour un mélomane, comme vous, quelle barbarie !»« C'est bien, monsieur le railleur, dit Danglars. Puis se retournant vers Monte Cristo. « Vous chargez-vous de lui dire cela, au père ? » « Volontiers, si vous le désirez. »
Mais que pour cette fois cela se fasse d'une manière explicite et définitive. Surtout qu'il me demande, ma fille, qu'il fixe une époque, qu'il déclare ses conditions d'argent, enfin que l'on s'entende ou qu'on se brouille. Mais, vous comprenez, plus de délai. Eh bien, la démarche sera faite. Je ne vous dirai pas que je l'attends avec plaisir, mais enfin, je l'attends. Un banquier, vous le savez, doit être esclave de sa parole. Et Danglars poussa un de ces soupirs que poussait Cavalcanti fils une demi-heure auparavant. « Bravi, bravo, brava !» cria Morcerf, parodiant le banquier et applaudissant la fin du morceau. Danglars commençait à regarder Albert de travers, lorsqu'on vint lui dire 2 mots tout bas. « Je reviens, dit le banquier à Monte Cristo. « Attendez-moi, j'aurai peut-être quelque chose à vous dire tout à l'heure. » Et il sortit. La baronne profita de l'absence de son mari pour repousser la porte du salon d'études de sa fille, et l'on vit se dresser, comme un ressort, monsieur Andrea, qui était assis devant le piano avec mademoiselle Eugénie. Albert salua en souriant mademoiselle Danglars, qui, sans paraître aucunement troublée, lui rendit un salut aussi froid que d'habitude. Cavalcanti parut évidemment embarrassé. Il salua Morcerf, qui lui rendit son salut de l'air le plus impertinent du monde. Alors Albert commença de se confondre en éloges sur la voix de mademoiselle Danglars et sur le regret qu'il éprouvait, d'après ce qu'il venait d'entendre, de n'avoir pas assisté à la soirée de la veille. Cavalcanti, laissé à lui-même, prit à part Monte Cristo. « Voyons, dit madame Danglars, assez de musique et de compliments comme cela. Venez prendre le thé. »« Viens, Louise, » dit mademoiselle Danglars à son amie. On passa dans le salon voisin, où effectivement le thé était préparé. Au moment où l'on commençait à laisser, à la manière anglaise, les cuillères dans les tasses, la porte se rouvrit, et Danglars reparut visiblement fort agité. Monte Cristo surtout remarqua cette agitation et interrogea le banquier du regard. « Eh bien, dit Danglars, je viens de recevoir mon courrier de Grèce. »« Ah ah, fit le comte, c'est pour cela qu'on vous avait appelé. »« Comment se porte le roi Othon ?» demanda Albert du ton le plus enjoué. Danglars le regarda de travers sans lui répondre, et Monte Cristo se détourna pour cacher l'expression de pitié qui venait de paraître sur son visage et qui s'effaça presque aussitôt. « Nous nous en irons ensemble, n'est-ce pas ?» dit Albert au comte. « Oui, si vous voulez, » répondit celui-ci. Albert ne pouvait rien comprendre à ce regard du banquier. Aussi, se retournant vers Monte Cristo, qui avait parfaitement compris, « Avez-vous vu, dit-il, comme il m'a regardé ?»« Oui, répondit le comte. Mais trouvez-vous quelque chose de particulier dans son regard ? » ?»« Je le crois bien. Mais que veut-il dire avec ces nouvelles de Grèce ? » ?»« Comment voulez-vous que je sache cela ? » ?»« Parce qu'à ce que je présume, vous avez des intelligences dans le pays. » Monte Cristo sourit, comme on sourit toujours quand on veut se dispenser de répondre. « Tenez, dit Albert, le voilà qui s'approche de vous. Je vais faire compliment à mademoiselle Danglars sur son camée. Pendant ce temps, le père aura le temps de vous parler. »« Si vous lui faites compliment, faites-lui compliment sur sa voix, au moins, » dit Monte Cristo. « Non pas, c'est ce que ferait tout le monde. »« Mon cher vicomte, dit Monte Cristo, vous avez la fatuité de l'impertinence. » Albert s'élança vers Eugénie, le sourire sur les lèvres. Pendant ce temps, Danglars se pencha à l'oreille du comte. « Vous m'avez donné un excellent conseil, dit-il, et il y a toute une histoire horrible sur ces 2 mots, Fernand et Janina. »« Ah, bah, fit Monte Cristo. Oui, je vous conterai cela, mais emmenez le jeune homme, je serais trop embarrassé de rester maintenant avec lui. » « C'est ce que je fais. Il m'accompagne. Maintenant, faut-il toujours que je vous envoie le père ? » ?»« Plus que jamais. » »« Bien. » Le comte fit un signe à Albert. Tous 2 saluèrent les dames et sortirent. Albert avec un air parfaitement indifférent pour les mépris de mademoiselle Danglars, Monte Cristo en réitérant à madame Danglars ses conseils sur la prudence que doit avoir une femme de banquier d'assurer son avenir. Monsieur Cavalcanti demeura maître du champ de bataille.